bonsoir. Merci surtout à Cheikh Tidiane Diao pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir M. Cheikh Diop. Il est le secrétaire général de la CNTS-FC, Force du Changement. Donc, M. Diop, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Alors, avec Papis Diao, beaucoup de sujets à évoquer avec vous. Papis, bonsoir. Bonsoir et bonsoir également à notre invité. Alors, d'emblée, on va parler de Covid avec un an, jour pour jour, que le Sénégal connaissait son premier cas de coronavirus. On est à 888 morts et avec beaucoup de dégâts dans le monde du travail. Un an de Covid, quel est le bilan que vous en dressez pour le monde du travail, justement? Je dois d'abord dire que le bilan, l'évaluation de la Covid sur le monde du travail est dynamique. Mais ce qu'on peut constater, c'est que cette crise sanitaire s'est très rapidement transformée en crise d'emploi et même économique à travers le monde. Des millions d'emplois sont perdus dans le monde. En termes d'horaire de travail perdu, équivaut à 400 millions d'emplois dans le monde. Donc, la Covid a durement frappé le monde du travail. Au Sénégal, l'évaluation n'est pas loin de 13 000 à 15 000 emplois perdus, en plus des emplois qui sont menacés dans des secteurs qui sont toujours dans des difficultés comme le tourisme, la pêche, entre autres, et bien sûr l'économie informelle. Dans le tourisme, 20 000 emplois sont menacés. Certains, comme au King Fahd Palace même. Voilà, on commence à enregistrer des pertes d'emplois assez importantes. C'est le plus récent. C'est le plus récent, mais il y en a d'autres. Ce que nous craignons, c'est que la chaîne se poursuit. C'est la raison pour laquelle on avait sollicité auprès des autorités et de nos employeurs une rencontre pour discuter de comment faire en sorte que les dégâts soient limités. Et de ce point de vue-là, on avait envisagé un pacte social dans le secteur du tourisme, transport aérien, restauration, bar, hôtellerie. Mais malheureusement, jusqu'ici, la machine tarde à démarrer. Alors, la question c'est est-ce qu'il y a un souci d'anticipation de la part des syndicalistes ou des syndicats eux-mêmes par rapport à la perspective de relance au regard de ce qui s'est passé et après avoir certainement fait un bilan après un an de Covid? Vous savez, la Covid a surpris le monde entier et a bouleversé tous les plans. Aujourd'hui, je pense que nous devons prendre conscience de l'après-Covid et faire en sorte que la pandémie s'arrête. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour limiter les dégâts, c'est de faire en sorte que la pandémie s'arrête. Et pour que la pandémie s'arrête, il faudrait bien que l'on soit conscient et qu'on conscientise davantage sur la nécessité de mettre en œuvre les deux armes que nous avons, la protection et la vaccination. Voilà deux armes que nous devons utiliser pleinement pour arrêter la pandémie. Sinon, on ne peut pas savoir ce que demain sera fait. Déjà, les enseignements tirés doivent profiter au monde du travail, aux militants du progrès. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la Covid est venue confiner l'infiniment puissant, la puissance financière. La Covid est venue rappeler à l'humanité la nécessité d'intégrer les valeurs de résilience, de solidarité dans la gouvernance mondiale. La Covid est venue nous dire qu'il nous faut impérativement établir d'autres relations professionnelles, des relations sociales. Alors, est-ce que la Covid vous a fait découvrir une urgence aujourd'hui pour le monde du travail? Aujourd'hui? Ben oui. Une urgence sur laquelle vous devez surfer tout de suite et maintenant. En dehors de l'État du Sénégal, je parle du syndicalisme de façon globale. Du syndicalisme de façon globale, justement, je pense que la Covid est en train de nous enseigner que nous devons nous battre pour un nouveau contrat social. Déjà mis en œuvre, en fait, les jalons sont déjà posés par les organisations internationales du travail pour que le monde soit gouverné autrement. En tout cas, aujourd'hui, il est clair
que le monde ne peut plus être gouverné sans la solidarité et sans tenir compte de la valeur du travail. Donc, aujourd'hui, nous avons de la matière pour travailler à ce que l'avènement d'un nouveau contrat social entre les relations professionnelles. Alors, et maintenant, quand on parle de Covid, de travailleurs, on ne peut pas occulter l'entrepreneur. Je veux parler de l'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui? Puisque l'entreprise est le tampon entre l'État et les travailleurs, certainement. Alors, c'est une interlocutrice potentielle. Qu'est-ce qui peut être envisagé aujourd'hui? Parce qu'elles sont au-dessus, en bas, au milieu et partout en même temps, au même titre que les travailleurs, les entreprises. Oui, vous savez, d'abord, nous devons considérer que l'entreprise sénégalaise doit être gouvernée autrement. Autrement pour s'impliquer dans la relance économique qui s'annonce. Et cette relance va très certainement être différente de tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Nous avons enregistré un grand retard dans la mise en œuvre des zones de libre-échange africaines. La mise en œuvre a pris déjà du retard. Nous devons faire en sorte que les industries sénégalaises changent de gouvernance, de comportement. Comment peut-on comprendre? C'est quoi le lien avec ZLECA, par exemple? Comment? ZLECA, zone de libre-échange que les chefs d'État ont lancée pour l'Afrique. Oui, vous savez, aujourd'hui, nous devons nous dégager la perspective de nous mettre dans la nouvelle économie dans la nouvelle économie globalisée de la sous-région africaine. On ne peut plus accepter de gérer l'entreprise comme on le faisait de façon familiale. Les investisseurs sénégalais doivent s'orienter vers des consortiums qui vont s'insérer demain dans les zones de libre-échange et avoir le maximum de profit pour le pays, mais surtout pour avoir le maximum de création d'emplois dans la politique sous-africaine. Alors, on a envie de nous arrêter sur une question ou une interrogation à la limite sénégalaise. Dans ce Sénégal, les politiciens sont assimilables aux syndicalistes, puisque parfois la dose politique prend même le dessus sur la dose syndicale et inversement. Alors, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un handicap au regard de ce qui se passe dans ce pays? Ou c'est une force véritablement pour nous, le Sénégal, pour notre cas à nous? Vous savez, il existe un lien idéologique vital, fondamental entre syndicats et partis politiques qu'on ne peut occulter. Pour le démontrer, il faut remonter l'histoire pour comprendre qu'il y avait au début deux mouvements revendicatifs, le capital et le travail. Le capital revendique le pouvoir financier, le capital revendique l'équité et la justice sociale. Intervient ensuite les partis politiques. Et les partis politiques, je peux dire que ce sont les relations capital-travail qui ont donné naissance aux idéologies politiques. Les idéologies politiques qui sont proches du travail sont appelées idéologies socialistes. Oui, les idéologies politiques qui sont proches du capital sont appelées idéologies libérales. Et au fur et à mesure de l'évolution, ces idéologies-là ont donné des idéologies annexes. Donc aujourd'hui, hier, nous avions trois mouvements revendicatifs. Politique qui revendique le pouvoir politique, économique avec le capital qui revendique le pouvoir économique, et social avec les syndicats qui revendiquent l'équité, la justice sociale. Aujourd'hui, avec l'évolution, le mouvement syndical a connu une évolution sur 3 séquences ou 4 séquences temporelles. Sa naissance, son expansion et les difficultés que nous sommes en train de vivre avec l'avènement de la révolution numérique qui virtualise même le travail, qui virtualise l'industrie. Donc, le mouvement syndical a besoin de se réajuster par rapport à ça. Aujourd'hui, on constate que le mouvement avec la révolution numérique a été éclaté et notre mission est aujourd'hui partagée entre les consomméristes qui revendiquent une partie de nos missions, nous n'avons rien contre eux, au contraire, entre
les activistes qui revendiquent une partie et les droits de l'hommistes, en fait, cette masse critique de société civile qui revendique une partie des missions originelles du syndicat. Aujourd'hui, le mouvement syndical, qu'on le veuille ou pas, ne peut pas être indifférent de la politique. Mais tout dépend maintenant du rôle politique que chacun entend imprimer à sa pensée syndicale. C'est ça la quintessence de la question. Parce que même votre organisation est née d'une crise qui avait une connotation politique, la bourse du travail, force du changement. Alors, est-ce qu'on peut départir le politique et le syndicalisme dans notre pays à nous? Ailleurs, ça se passe autrement. Ça demande une large explication sur le courant syndical que nous portons, qui n'est pas du tout porté par l'alternance de 2000. C'est une autre question sur laquelle on pourra revenir demain. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que l'évolution historique du mouvement syndical a prouvé qu'il y a des réformistes d'une part, des révolutionnaires d'autre part. Et chacun a sa conception de la politique. Nous, notre pensée syndicale, parce que chaque pensée syndicale, chaque orientation syndicale a un rôle politique. Notre rôle politique se limite sur l'appréciation de l'élaboration des politiques publiques. Si les politiques publiques sont élaborées et orientées vers la demande sociale, vers les besoins du peuple, nous soutenons. Si c'est le contraire, nous faisons face. Voilà le rôle politique. Mais même si l'engagement a une connotation politique, la finalité doit être totalement syndicaliste un peu. Aujourd'hui, si on s'arrête sur le cas de Dame Mbodj, exactement, je pense que depuis le début, c'est ce qui a inspiré la question. Qui est au devant de la scène parce qu'il est syndicaliste. Aujourd'hui, il est impliqué dans une affaire qui n'a rien à voir avec les intérêts de travailleurs. Par essence, pour revenir un peu sur la qualification originelle du syndicalisme. Je voudrais exprimer notre solidarité au camarade Dame Mbodj et saluer sa libération. Mais la situation est telle que nous, militants du progrès, militants des libertés, nous devons appeler à savoir raison garder des deux côtés. Demander à chaque camp d'être serein et de ne pas user de la violence de quelque forme que ce soit. C'est ça le rôle que nous prêchons. Nous voulons dire simplement que nous avons tous intérêt à préserver les institutions démocratiques. Nous avons tous intérêt à préserver la liberté, les équilibres de notre société. C'est ça que nous prêchons. Maintenant, chaque citoyen a la liberté, en dehors des missions qu'il s'est imprimées, parce que nous, la mission syndicale qu'on s'est imprimée ne nous autorise pas à entrer de plein pied dans ce débat. Nous surveillons et nous essayons de voir, le moment venu, comment s'impliquer pour que la stabilité, la paix sociale, pour que nos institutions soient préservées. Je voudrais citer l'exemple de 1968. Les événements de 68, à un moment donné, les organisations se sont impliquées pleinement jusqu'au point de mettre le pouvoir de Senghor dans la rue. On n'en est pas encore là. Mais c'était des circonstances, c'est pas dans les habitudes, c'est des circonstances. Des contextes qui convoquent un engagement des gens qui n'avaient pas l'habitude de le faire, mais que ça ne soit pas systématisé. Non, ça ne peut pas être systématisé, parce que chaque contexte a son analyse et ses prises de position adéquates. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à un niveau où l'ensemble de la société civile, les syndicats en particulier, doivent appeler à la sérénité, à la raison et à la préservation de nos institutions. C'est en ce moment, en fait, c'est cette situation-là que nous sommes en train de vivre pour le moment. Alors là, je convoque le syndicaliste, la personne qui a l'expertise en matière de syndicat. Il y a eu une affaire purement politique dans laquelle s'est engagé un syndicaliste, dont en l'occurrence Dame Mbodj. Quelle peut être aujourd'hui, dans ce contexte précis, la conséquence néfaste pour un syndicaliste dans ce type d'engagement? Vous savez, je voudrais me garder de faire des jugements de valeur. On oublie Dame Mbodj, il s'appelle Abdoulaye Der. Il est syndicaliste. C'est la même chose, on est toujours dans le cas d'espèce. Mais on prend Abdoulaye Der pour vous mettre à l'aise, on comprend, pour vous mettre à l'aise. Nous, on a besoin de l'expertise. Juste la neutralité, elle est assurée. Hein. Vous savez, j'ai dit tantôt que
selon les courants et les orientations syndicales, chacun apprécie son rôle politique, l'implication qu'ils doivent opérer dans la politique, dans l'élaboration des politiques publiques, mais également dans l'activisme politique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Le mouvement syndical, aujourd'hui, le mouvement syndical connaît beaucoup de voyances. Il y a des activistes syndicaux. L'activisme syndical sort un peu du cadre originel du mouvement syndical. Parce que nous n'avons pas les mêmes manières de revendiquer. Quand on revendique, par exemple, la baisse des prix de l'énergie, c'est un exemple que je donne. Nous tenons compte de la viabilité de l'entreprise et de l'intérêt partagé des travailleurs et de l'entreprise. Mais l'activiste ne tient pas compte du tout de cela. L'activiste, tout ce qu'il voit, c'est demander la baisse du coût de l'électricité pour avoir l'opinion avec lui. Nous, on ne revendique pas comme ça. On n'a pas les mêmes méthodes de revendication, bien que nous n'ayons rien contre eux, parce que le monde est en train d'évoluer. Même dans le mouvement syndical aujourd'hui, nous sommes en train de constater ce qu'on appelle les gilets jaunes, les gilets colorés, je dois dire, parce qu'il y a les gilets jaunes, les gilets marrons, qui aujourd'hui considèrent... Et il y a les casseroles également. Oui, justement. Ils considèrent qu'ils ne remettent pas en cause l'action syndicale, mais ils remettent en cause l'organisation actuelle du mouvement syndical. Ils ne se reconnaissent plus dans le mouvement syndical de représentation. Donc, le monde est en train d'évoluer. Nous sommes obligés de tenir compte de tous ces paramètres pour réajuster notre action syndicale. Justement, par rapport à cette évolution, justement, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le syndicalisme lui-même qui est en retard, qui est rattrapé par le temps, ou qui est dépassé par le temps? Il est rattrapé par le temps ou dépassé par le temps? Non. Le syndicalisme? Non. J'ai évoqué tantôt 3 mouvements revendicatifs politiques pour le pouvoir. Mais tel qu'appliqué dans cette forme-là, est-ce qu'elle peut... Laissez-moi développer un peu, s'il vous plaît. On n'a pas assez de temps. Je sais, mais j'ai évoqué tantôt 3 mouvements revendicatifs à l'origine. Tous ces mouvements revendicatifs ont évolué. La politique aujourd'hui, où est-ce que vous avez vu dans le monde un parti politique traditionnel prendre le pouvoir? Ça n'existe plus, ça a évolué. Les gens sont en train de se réajuster. Aujourd'hui, les activistes politiques prennent de plus en plus le dessus sur le mouvement politique original. Est-ce que le syndicalisme n'est pas menacé par rapport à cette nouveauté également, au même titre que la politique, je veux dire? Non. Qu'il soit concurrencé à l'image des activistes dans le domaine politique? Non. Le mouvement... Il me reste de développer sur l'autre mouvement revendicatif économique. Même le mouvement revendicatif économique est en train d'évoluer avec la révolution virtuelle, la révolution industrielle. Aujourd'hui, le mouvement syndical ne peut plus considérer que la source de la revendication, la source de l'emploi, la source de revenus, c'est uniquement l'industrie. On ne peut plus considérer ça comme ce fut dans le temps. Mais aujourd'hui, la source de revenus virtuels est extrêmement importante, aussi importante, sinon plus importante que l'industrielle. Cela veut dire que nous devons nous réajuster. Et ça, on l'accepte. Et par rapport à la digitalisation, justement, vous préservez les emplois. Aujourd'hui, on va vers une digitalisation outrancière. Aujourd'hui, par anticipation, qu'est-ce que le mouvement syndical peut envisager ici au Sénégal par rapport à cette révolution en perspective? On ne peut plus envisager. Qui est déjà là. Vous confinez le mouvement syndical au Sénégal, ce n'est plus possible. Le mouvement syndical est décloisonné. Nous sommes dans un réseau qui est en train de réfléchir sur comment adapter le mouvement, l'action syndicale dans l'économie virtuelle. Comment adapter la revendication dans l'économie virtuelle. Qu'il faut changer l'uniformisation des recherches de solutions pour l'ensemble du globe. Or, les réalités diffèrent selon qu'on soit dans l'hémisphère nord ou sud. Mais il faut une ligne directrice du mouvement syndical pour l'appliquer sur le plan local. Il le faut bien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans l'OIT. Les organisations syndicales, les organisations de travailleurs et les gouvernements sont dans l'OIT. Et nous menons un débat là-bas pour que les relations professionnelles soient des relations professionnelles apaisées qui préservent l'humanité de catastrophes comme les guerres. C'est ça la question. Est-ce que l'OIT en question, elle ne doit pas revoir elle-même, revoir sa façon de faire, puisque je veux parler de la spécificité de chaque continent au-delà des pays. Si on doit régler ou orienter les questions du travail à partir de l'OIT, or ailleurs les réalités sont divergentes, est-ce qu'on ne va pas rester dans cette léthargie? Encore une fois, les questions du travail transcendent les frontières. Aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir pour les régions, parce que le mouvement syndical est organisé en régions.
il y a la région Afrique, Asie, Amérique et consorts qui se retrouvent dans le mouvement syndical et qui travaillent à ce qu'il y ait une transversalité du mouvement syndical. Parce que le mouvement syndical s'est décloisonné depuis la première révolution industrielle où on a créé la première internationale ouvrière avec Karl Marx et les autres. Donc c'est depuis lors que ça s'est décloisonné. Depuis lors, nous ne pouvons plus raisonner en cloison avec le mouvement syndical. Aujourd'hui, ce que la région Afrique doit considérer, c'est de s'impliquer dans une nouvelle économie qui privilégie le continent africain. Parce que le continent africain est aujourd'hui le continent qui doit capter les investissements. Le continent africain est aujourd'hui le continent qui doit profiter le plus de la création d'emplois parce que nous avons une population plus jeune. Donc nous devons nous préparer à ça. C'est là où la digitalisation intervient et a son importance. Autant d'emplois, autant de perspectives. Or, en termes de pourcentage d'évolution, d'avancée dans la digitalisation, nous sommes en rate comparativement aux autres. C'est ça qu'il faut corriger, justement. Comment? Dans la par quel moyen? Dans quel délai? C'est intéressant. Oui, mais le temps est presque fini. Donc, en 30 secondes, vous en avez fait un marathon syndical. Allez. Finalement. Dans la perspective, parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que la croissance est africaine. Tout le monde est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, on ouvre des zones de libre-échange. Voilà les questions sur lesquelles le mouvement syndical doit s'appesantir, doit s'adapter pour en tirer le maximum de profit. Je reviens au coronavirus. Votre challenge, faire vacciner certainement les travailleurs, même si on a des personnes prioritaires et tout, pour un retour dans les usines, dans les bureaux, etc. Avec le télétravail, comme dit Papis, et la fracture numérique qui nous poursuit jusqu'à présent, ce n'est pas très évident. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour que très rapidement les travailleurs bénéficient de ces vaccinations? D'abord, tirer tous les enseignements de la Covid pour que la télétravail soit une réalité au Sénégal, parce qu'on ne peut plus se passer de cela. Deuxièmement... C'est l'autre, donc, les paradigmes par rapport au travail changent, forcément, avec le télétravail et les enseignements du coronavirus, comme vous avez dit. C'est un débat. Président, c'est un débat. Oui, c'est un autre débat. Mais c'est un autre débat. On laisse terminer. C'est un débat. Donc, nous devons tenir compte des réalités. Nous devons tenir compte des réalités qui, aujourd'hui, s'appellent télétravail. Le travail virtuel. Nous devons tenir compte de ces réalités et nous adapter très rapidement. Exact. Et on a les moyens de le faire. Parce qu'aujourd'hui, tout est décloisonné, la technologie et tout. Vous revenez un peu sur votre question. C'était encore... C'est une double question, mais bon, comment faire pour que les travailleurs soient vaccinés en masse? Oui, justement, ça c'est extrêmement important. Qui plus que les travailleurs ont intérêt à ce que la Covid disparaisse? Exactement. Personne, aucun secteur. Donc, nous avons intérêt à nous impliquer pleinement dans la campagne de vaccination, dans la campagne de sensibilisation pour le respect du protocole sanitaire. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire et constater, c'est que l'inquiétude que j'avais sur la campagne de vaccination est levée. Parce que simplement, nous, on s'était pleinement impliqués pour que les leaders prouvent qu'il faut se vacciner. Et pourtant, on entend des populations qui respectent pour dire que ce sont les VIP qui sont vaccinés. Donc ça veut dire c'est aller au-delà de vos... Monsieur Cheikh Diop, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CNTS/FC, Force du Changement. Donc, merci à vous, Papis Diaw. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonsoir.